C'est parti pour une nouvelle permanence de l'atelier. Salut Estella. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Donc je vous présente Estella, qui va elle-même se présenter, qui travaille au CRIPS avec nous, et qui est là pour cette semaine nous présenter. On va faire une thématique sur les addictions sans produit. Chose qui paraît un peu chelou parce que on peut se dire de temps en temps, addiction c'est produit, tabac, alcool, cannabis et autres. Mais là, il y a visiblement des addictions sans produit. Donc je te laisse te présenter et nous présenter un peu le sujet. Tout à fait. Alors du coup, moi c'est Estella. Effectivement, je travaille au CRIPS. Je travaille un petit peu sur la thématique des addictions justement. Alors plutôt le tabac. En ce moment, c'est mon sujet principal. Mais voilà, là, on va effectivement parler de ce qu'on appelle les addictions sans produit. Et c'est vrai que souvent, quand on parle d'addiction, on imagine des drogues, de l'alcool, du tabac, etc. Mais là, c'est une addiction un petit peu particulière. C'est assez nouveau aussi. C'est tout ce qui est lié un petit peu aux usages numériques. Mais pas que, on va le voir un petit peu au long de cette vidéo. Et voilà, donc l'idée, ça va être d'aborder ces questions-là. Et pour ça, je vais me permettre d'introduire un tout petit peu, un petit truc un peu physiologique, un petit peu de comment fonctionne le cerveau. En fait, dans l'évolution, l'être humain a eu besoin d'un certain nombre d'instants, on va dire, pour survivre. Et pour pouvoir ne pas se faire bouffer par les prédateurs, on va dire. Dinosaures. Par exemple, je suis pas sûre que ce soit exactement la même temporalité, on s'est jamais voilà, rencontrés, c'est vrai. a priori. Non, j'avais loupé le cours quand j'étais en 4e, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire un petit rattrapage justement, là, on va pouvoir reposer les bases. Ok. Donc dans l'idée, quand on est face à une situation qui peut être dangereuse, l'idée ça va être de réagir le plus vite possible. Et là, notre cerveau, il est absolument génial. Il a créé un petit système récompense-punition pour être très... je simplifie un petit peu. Et l'idée, c'est que... quand on a un comportement qui est plutôt positif, ou en tout cas que notre cerveau, entre guillemets, veut qu'on fasse, il va nous récompenser quand on fait ce comportement. Donc il va nous récompenser en libérant des petites hormones, par exemple la dopamine, qui est un petit peu connue, et ça va nous motiver à réagir. Et on va avoir une récompense qui va être une sensation de plaisir, tout simplement. Par contre, quand on est face à une situation de stress, face à une proie, etc., là, le corps va nous envoyer un petit signal, par exemple une montée d'adrénaline qui va nous faire stresser, va nous faire agir. Ça, c'est un petit peu la partie plus punition. Ou alors une douleur, si on met la main sur le feu, on se brûle. Voilà. C'est vrai que j'ai expérimenté cette expérience plus d'une fois. Je vais être un peu con, mais c'est vrai que si tu mets la main dans le feu, ça brûle. Voilà. Et ça, justement, normalement, l'idée, c'est que tu le fais une fois. Ton corps te punit entre guillemets, donc il va t'envoyer une douleur et là normalement tu le refais plus. D'accord, et donc c'est quoi le principe, parce qu'on parle d'addiction mais c'est un mot un peu pas barbare, mais c'est quoi une addiction du coup? Alors comment ça fonctionne concrètement? L'idée c'est qu'on va reproduire un comportement justement normalement, quand on est sur les produits ou sans produits, c'est en fait un comportement qu'on va produire et ce comportement-là va libérer ces hormones qui vont nous faire sentir du bonheur, du plaisir, etc. Et à partir de là, on va donc répéter le comportement. D'accord. Et donc c'est là où effectivement on va parler un petit peu d'addiction et ça peut marcher aussi avec tout ce qui est numérique, tous les écrans en fait. Et au-delà des écrans, plus les supports sur lesquels on va aller, les applications, les jeux, les sites, etc. D'accord, donc les jeux, il peut y avoir une forme d'addiction, parce que moi je suis un peu gamer, je joue avec une Nintendo 64 et donc du coup il peut y avoir une addiction au jeu. Tout à fait. Ok. En fait, après il faut distinguer le fait de juste jouer occasionnellement, de jouer occasionnellement ou d'être justement sur un jeu qui est compulsif, qui est pathologique. Et ça peut marcher avec les jeux, avec les réseaux sociaux, etc. On va détailler un petit peu tout ça. Et l'idée c'est qu'il y a 3 critères un petit peu pour identifier qu'on est dans l'abus de ça. Ça va être le temps qu'on va passer dessus. Ça va être le fait de perdre le contrôle de son utilisation. C'est-à-dire qu'au départ, je me connecte avec un but précis, et en fait, 2 heures plus tard, je suis partie sur un tout autre site, Donc ça, on perd un peu le contrôle. Et la 3e chose, c'est quand ça devient la principale activité de notre journée, et que, en fait, on va éviter de sortir avec des amis, on va mettre des petits plans à la dernière soirée, parce qu'en fait, on va préférer aller sur le jeu ou... D'accord. Voilà. Alors, j'en profite pour vous poser la question en tout début de vidéo, même si on est en enregistré. Je vais vous demander de réagir
à ce qui est dit, à nous poser des questions, pas hésiter à participer dans les commentaires et aussi de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Mais en tout cas, et le petit pouce bien sûr pour les notifications. Mais en tout cas, voilà, réagissez, dites-nous, vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez, vous pensez aussi vous, une manière un peu compulsive de jouer ou alors si vous arrivez à gérer et c'est quoi vos solutions, vos problèmes, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à réagir à ce qu'on dit. Comment est-ce qu'on peut utiliser les écrans de façon raisonnable du coup alors ? Justement, alors quelques petits tips qu'on peut mettre en place pour avoir une utilisation un petit peu plus modérée. Il y a un certain nombre de choses qu'on va pouvoir activer sur ces écrans, par exemple sur le téléphone, sur l'ordinateur. On peut mettre des gestionnaires de temps d'écran. La plupart maintenant viennent déjà avec ça intégré. Moi par exemple, mon téléphone portable, à partir de 22h, il passe en noir et blanc. Et ça jusqu'au lendemain, 8h. Comme ça, déjà, il n'y a plus les différentes lumières. Et puis en plus, ça décourage un petit peu d'utiliser parce qu'il n'y a plus toutes les couleurs qui attirent le regard. Et du coup, bon, on se mesure un peu. Il y a un certain nombre de choses comme ça. On peut dire, sur telle application, je veux passer maximum 30 minutes dans ma journée. Donc le téléphone va bloquer au bout de 30 minutes. Ouais, mais ça, déjà, il faut avoir conscience en fait. Bien sûr. C'est déjà une démarche. Moi, déjà, je savais pas qu'on pouvait bloquer une application et lui dire, je veux pas rester plus de 30 minutes sur tel réseau social. Parce que sinon après je sais que je vais y passer la nuit et tout ça. Bon, déjà j'apprends quelque chose. Tu vas pouvoir l'activer. Je vais pouvoir désactiver toutes les applications. Mais c'est déjà une prise de conscience. Bien sûr. Comment on prend conscience que... Enfin, comment est-ce qu'on peut prendre conscience ? Est-ce que c'est notre entourage ? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que ton téléphone ou ta console ou ta télé, elle te met une alerte ? Je pense que, alors déjà oui, si on active ces gestionnaires de temps, il y a tout un tas de paramètres qu'on peut faire changer. On peut effectivement, comme je disais, bloquer des applis. On peut aussi, se définir un max de fois on déverrouille le téléphone, parce qu'on a tendance à le faire pour tout et n'importe quoi en fait. Genre dès que je suis toute seule, j'attends le bus, je sais pas quoi faire, ou j'attends quelqu'un, je vais regarder mon téléphone. C'est un peu notre, on va un petit peu se renfermer dans notre téléphone pour se rassurer dès qu'on est en situation un petit peu tout seul, isolé, stressante, etc. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être mises en place. Dans l'idée, je pense qu'il faut aujourd'hui prendre un petit peu conscience qu'on a un tas d'outils numériques à notre disposition qui sont très très utiles. Vraiment, là l'objectif c'est pas de vous dire arrêtez les écrans, d'ailleurs on filme une vidéo pour ça, donc ça montre bien que c'est très utile, c'est un très bon moyen de faire plein de choses, mais on est un petit peu déjà tous accros. Voilà. Je dis pas que c'est le cas de 100% des personnes, je dis juste que même moi qui suis consciente de toutes ces choses-là, ça fait quelques années déjà que je connais le sujet, c'est vrai que mon téléphone, je l'ai tout le temps sur moi, je suis tout le temps en train de regarder, etc. Et c'est assez difficile déjà de se contenir, parce que c'est vraiment, on parle souvent un petit peu, il y a cette expression d'humain augmenté, et du fait que aujourd'hui on est sur une génération d'êtres humains qui sont tout le temps avec leur téléphone, et toutes les possibilités qu'offre ce téléphone. Et c'est limite comme si ça faisait partie de nous, c'est un morceau de nous entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on peut se sentir très vite paniqué quand on le trouve pas, des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut déjà prendre conscience que à notre niveau, et ça peut être assez différent en fonction des personnes, on est déjà un petit peu plus ou moins accro à tout ça en fait. Mais est-ce que c'est problématique ? Est-ce qu'il y a des usages et des gens qui sont plus accros que d'autres et à partir de quand c'est problématique en fait ? Donc c'est plus ce qu'on disait dans la question numéro 1, quand tu commences à plus sortir, à plus voir tes amis, à se désociabiliser, voilà. Donc ça c'est des signaux d'alerte en fait. Voilà, c'est des signaux d'alerte. Ça c'est assez récent, mais l'Organisation mondiale de la santé a intégré ce qu'on appelle la cyberdépendance ou cyberaddiction aux pathologies qui peuvent exister, au type d'addiction en fait qu'on peut avoir. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui c'est quelque chose de société. C'est un petit peu compliqué encore d'avoir vraiment les effets sur le long terme, même s'il y a déjà plusieurs études qui ont fait des choses notamment sur les enfants, qui ont vu que l'attention, plus en fait on va passer de temps devant les écrans, notamment des petits, et plus notre attention elle va être difficile à garder, plus on va avoir du mal à se concentrer, on va avoir tendance à avoir ce qu'on appelle la pensée zapping, c'est-à-dire qu'on va être en train de chercher un truc, puis on va passer sur autre chose, et on a du mal comme ça à se concentrer vraiment sur une tâche et à la terminer. D'accord. Et on va un peu s'éparpiller. Ça, on aurait, enfin voilà, après je mets toujours des petites guillemets parce que c'est quelque chose de très récent, donc c'est difficile d'avoir un recul, mais voilà, il y aurait déjà des petits effets là-dessus. Mais comme il peut aussi y avoir des effets positifs. Il paraît qu'on peut apprendre plein de trucs en jouant en fait. Bien sûr. Et que par exemple tout ce qui est réalité virtuelle, ça va servir aussi pour apprendre des choses. Tout à fait. Même
pour aller vraiment filer complètement là ce que tu disais, j'ai un ami qui travaille sur comment créer des formations grâce à de la réalité virtuelle pour des personnes, par exemple, voilà, moi je veux devenir plombier, avant de me mettre en situation et de me faire prendre peut-être des risques, et ben d'abord on va me mettre dans une immersion en réalité virtuelle et je vais pouvoir apprendre les gestes, pareil, électricien, etc. Et donc mine de rien, voilà, tout ça... On peut devenir chirurgien en faisant de la réalité virtuelle. Alors peut-être pas encore tout de suite, mais je pense que l'idée ça va être effectivement au fur et à mesure d'aller vers ça et justement de pouvoir fournir aux personnes une manière déjà de commencer à comprendre les gestes qu'il faut faire avant de prendre des risques pour eux ou pour d'autres personnes, effectivement, si on parle de ça. Donc voilà, en tout cas il y a pas mal de petites choses déjà qu'on peut mettre en place même si on n'est pas ultra accro ou si on a déjà repéré ces petits signes là dont on a parlé plus tôt. Autre chose, ça va être vraiment d'essayer de privilégier les moments sociaux en dehors des écrans. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est très souvent le soir on va rentrer de l'école ou du boulot et il y a un petit peu ce truc, on va se connecter sur les différents réseaux sociaux, on va aller parler à nos amis, etc. et continuer ça. Là le conseil un petit peu c'est d'essayer aussi peut-être de plus sortir, de plus faire des activités en dehors des écrans, même si bien sûr c'est toujours cool de se faire une petite partie avec des potes. Très bien. Voilà. Et puis après, on peut se fixer 1 heure pour aller dormir et puis s'y tenir aussi. Ça, c'est important parce qu'on a vu, on va en reparler un petit peu après, mais ça peut aussi avoir des petites conséquences sur le sommeil. Justement, prochaine question qui doit arriver à pas mal de monde. J'ai du mal à m'endormir le soir, du coup je regarde des vidéos où je joue à des jeux. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. De me dire oh, putain j'arrive pas là, je suis fatigué mais j'ai pas très envie de dormir, je me mets un film, je fais une partie, puis on traîne, on geek et au final on s'endort, il est 3h du matin et on doit se lever à 7 et du coup le lendemain on n'est pas frais. Voilà. Exactement. Alors ça il y a 2 choses en fait à savoir. La première chose c'est que les écrans de manière générale donc ils produisent de la lumière. Et cette lumière-là, en fait, il y en a une en particulier, c'est la fréquence bleue. D'accord. Cette lumière bleue, elle limite la lumière du jour. D'accord. En fait, ce qui va se passer, c'est que normalement, à l'heure du coucher, le cerveau, en fait, il dit bon, ok, je vais produire une hormone qui s'appelle la mélatonine, qui en fait va nous permettre de nous endormir, tranquillement. D'accord. Il se trouve que si on est face à un écran avant de dormir, ces lumières bleues là, elles vont envoyer un message au cerveau, c'est il fait jour. D'accord. Donc le cerveau ne va pas produire de mélatonine et donc on va avoir encore plus de mal à s'endormir après. D'accord, mais c'était pas une fake news ça ? Non, c'est D'accord. C'est une vraie news. Non, parce que je l'ai vu, ça j'en avais déjà entendu parler, des lumières bleues et tout ça, mais il y en a plein qui disent que au final, ça n'a pas vraiment une incidence. Donc on certifie bien, il y a une vraie incidence sur le sommeil. D'accord, avec donc cette fameuse mélatonine. C'est ça. D'accord. C'est une hormone qui va nous permettre un petit peu de nous endormir et c'est vrai que ces lumières bleues, elles vont tout simplement envoyer un message erroné au cerveau et du coup on se retrouve à être un peu décalé et c'est comme ça qu'on peut se retrouver. Donc ça c'est la première chose. Et tu peux mettre un filtre Oui, alors c'est pareil, les gestionnaires de temps d'écran en général en sont équipés. Si vous n'avez pas ça sur votre téléphone ou votre ordinateur, vous pouvez aussi télécharger des applis pour le faire. D'accord. Donc, c'est pas un souci si c'est pas déjà intégré, même si la plupart aujourd'hui sont équipés de ça. L'idée c'est que justement on peut désactiver ces lumières bleues. Il y a même des petits logiciels qu'on peut télécharger qui vont faire varier la lumière en fonction de l'heure qu'il est. Donc ils se calent sur l'heure et vous allez voir un écran un peu plus jaune le soir qui justement va permettre un peu mieux de s'endormir. D'accord. La deuxième chose, tu parlais des jeux vidéo notamment. Alors autant quand on regarde un film, on peut être un petit peu hypé par le film, mais en général on est quand même assez passif, on va dire. Il faut que le film soit bien parce que sinon on peut s'endormir devant le film et voilà. Ce qui se passe en fait, c'est quand on joue à un jeu vidéo, notamment certains jeux où on est très immergé, où on va par exemple aller shooter des personnes. Zelda 64. Je crois que t'as un petit peu de retard sur Fortnite. Ah. Par exemple, j'ai entendu, je crois que j'en ai entendu parler. Fortnite, j'ai entendu parler de ces gens. Ok, boomer. Donc voilà, par exemple, des jeux de tir à la première personne ou des choses comme ça, ou des choses en équipe, où en fait on va être très stimulé. On va avoir de l'adrénaline, on va éventuellement avoir des situations un peu stressantes. En plus, on va échanger avec nos potes, éventuellement avec qui on est en réseau. Tout ça, c'est des choses qui vont pas te mettre en condition d'aller dormir, a priori. Oui, c'est un peu, voilà. En mode Call of Duty. C'est ça. C'est vrai. T'as le cœur qui t'as fait un petit bond de 40 ans là.
quand même. Ça va quand même, t'es un peu à la page. S'il vous plaît. Voilà. Mais c'est vrai que ça excite vachement en fait. T'es assez stress, il y a, même au niveau cardiaque, hein, ça se ressent. Il y a un enjeu quoi. Et clairement. Tout ça, du coup, c'est plein de petites choses qui vont effectivement ralentir le processus de sommeil. Donc là, le petit tips, en fait, ça va être d'essayer d'éteindre ses écrans à peu près 1 heure avant de dormir. Donc on se fixe 1 heure de coucher, on se dit ok, demain il faut que je me lève à telle heure. Pour rappel, la moyenne de sommeil qui est conseillée, ça dépend des gens, hein, mais en moyenne c'est 8 heures. Pour les très jeunes, les adolescents, etc., on va dire jusqu'à 13-14 ans, c'est bien de dormir voire 9 heures en fait. Ça dépend un petit peu des classes d'âge, mais on peut calculer comme ça, tiens, demain j'ai cours à telle heure, faut que je me couche à telle heure, donc 1 heure avant, je fais autre chose. Je lis un bouquin, on peut faire plein de petites activités, on peut se faire une petite séance de sport avant de dormir, on peut aller prendre notre douche, machin, mais dans l'idéal, une petite heure avant d'aller se coucher, on éteint les écrans, et comme ça le cerveau va se mettre en marche pour une bonne nuit. D'accord. Alors, je joue souvent aux jeux vidéo, c'est un plaisir pour moi, et il est vrai que j'y passe beaucoup de temps. Comment concilier plaisir et bonne santé? C'est vrai qu'après, c'est quand même un divertissement. Et ça a eu, en plus de ça, pendant le confinement, ils ont fait un gros carton, les jeux vidéo, forcément. On ne peut pas sortir, ne peut pas voir ses amis, peut pas, voilà. Donc c'était aussi un moyen de rester en contact quand on joue en réseau, ou en tout cas de s'occuper. Et pour plein de gens, c'est un vrai plaisir en fait de parcourir une histoire de manière interactive, de vivre une aventure, comment est-ce qu'on peut faire sans tomber dans l'excès et donc du coup qu'on en soit complètement dépendant. Alors, je pense que, comme on a dit tout à l'heure, on peut essayer de réguler déjà soi-même un petit peu ses comportements, mais je pense qu'il y a une bonne approche pour prendre conscience de ça, c'est comprendre comment ça fonctionne. Évidemment, il y a une notion de plaisir, c'est le but même, c'est un divertissement, un jeu vidéo. Donc le but, c'est pas non plus de se priver totalement de ce plaisir-là, au contraire, ça peut être très bien, ça peut nous faire un petit peu oublier une grosse journée, etc. Ça nous déstresse, ça nous détend et ça fait plaisir de voir les copains. En fait, il y a un petit peu 2 dimensions à comprendre, c'est comment ça fonctionne d'un point de vue marketing, un jeu vidéo. C'est quoi le but des fabricants de jeux vidéo, d'après toi? Je sais pas, c'est que tu achètes leur jeu, non? Que tu achètes leur jeu, oui, en effet. Mais est-ce qu'il n'y a que ça quand on parle de jeux vidéo? Alors là, je parle de jeux vidéo au sens très large, ça peut être le jeu vidéo effectivement type Call of, Fortnite, etc. Comme on peut aller sur des jeux vidéo très différents, genre les petites applis, tout le monde joue à Candy Crush là, sur son téléphone dans le métro. C'est ce genre de choses-là aussi, je l'intègre dans le jeu vidéo. C'est de te passer, sur les Call of Duty, tout ça, beaucoup moins, mais sur les petites applications comme ça, tu as souvent de la pub, donc j'imagine que le but c'est quand même de te filer, de te donner envie soit de télécharger un autre jeu, soit d'acheter tel ou tel produit. Ça c'est des trucs que tu vois souvent que tu as moins, je trouve, sur les consoles. Alors un petit peu moins effectivement. L'idée c'est que justement la stratégie numéro 1, c'est vraiment le temps de jeu déjà. Parce que ce temps de jeu-là, il va rapporter un revenu publicitaire, notamment pour ces applis-là qui l'ont très très bien compris, elles ont optimisé leur truc. On va avoir une super connectivité, plein de petites choses comme ça, très, très ergonomiques et des gestes aussi qui vont rester. Maintenant, si vous regardez par exemple, là je m'écarte un peu des jeux vidéo, mais si on regarde toutes les applis de rencontres qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup ce truc qui était un peu de Tinder à la base, gauche, droite. Ça, c'est des trucs très instinctifs et qui deviennent pratiquement automatiques au bout d'un moment. Il y a plein de témoignages comme ça de gens qui t'expliquent qu'en fait, des fois, ils s'ennuient et puis ils vont juste aller sur leur truc. Voilà, donc ça c'est des comportements, en fait c'est pareil, c'est encore comme on disait tout à l'heure, ils ont très bien compris comment fonctionne le cerveau et l'idée ça va être de renforcer ce type de comportement, ou alors on sait que si on se connecte sur le jeu, à chaque fois, si on se connecte tous les jours, on va recevoir un bonus ou une récompense, des pièces d'or, je sais pas quoi. Bon voilà, toutes ces choses-là, c'est justement des stratégies pour nous maintenir le plus longtemps possible sur le jeu, parce que plus on va passer de temps sur le jeu, alors si on parle des jeux un peu plus sur console, ordinateur, etc., il y a tout un système de calcul de la cote en bourse par rapport au temps de jeu, au nombre de téléchargements, etc. Tout ça compte pas mal. Et sur les petites applications, typiquement, tu en as parlé, c'est toutes les petites pubs qu'on va pouvoir regarder une pub et vous recevez une pièce ou un diamant ou un machin. Donc toutes ces choses-là, déjà, il faut, je pense, les prendre en compte et comprendre que leur objectif, c'est qu'on reste sur le jeu. Une fois qu'on a compris ça, déjà, peut-être
que voilà, on va peut-être un peu plus se détacher et se dire bon, en fait, je comprends leur stratégie, donc je. Mais tu peux désactiver les pubs sur les applications. Faut payer, mais tu peux désactiver. Oui, bien sûr, mais du coup, tu payes quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu payes, ouais. Du coup, tu payes. C'est une possibilité, bien sûr. Et puis, je comprends même que des personnes te disent j'ai passé des heures et des heures sur ce jeu, je vais payer un petit contenu additionnel. Et voilà, c'est pas grave dans le sens où ce jeu, au départ, je l'ai pas acheté, il est gratuit, etc. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces produits-là, tous ces trucs qu'on va acheter, les skins, les nouvelles maps. Oui, parce que tu peux faire ça. Tu peux acheter. J'ai vu que tu pouvais acheter des chaussures, des vêtements. Pour tes persos, bien sûr, mais des armes, et là tu peux les payer effectivement en argent réel. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces choses-là, en soi, elles n'ont rien coûté quasiment à la production. En fait, le coût de production, si on veut faire un petit calcul un peu global, c'est le coût qui a été entraîné par le développement du jeu, les graphismes, etc., enfin toute la partie construction, divisé par le nombre de joueurs. Et quand tu vois des trucs avec des millions de joueurs, tu te dis qu'en fait, le coût, ça revient à rien. Mais genre, derrière, ton skin, ils vont te le faire payer 5-10 balles. Genre, par exemple, Fortnite, donc tu disais, il y a, j'imagine, plein de millions de joueurs sur ce... Voilà. Donc, pour acheter un jean sur Fortnite, tu prends le coût du développement, tu le divises par le million de... Voilà. Et après, eux, ils te le vendent le prix d'un jean acheté... dans un magasin de prêt-à-porter, voire un petit peu moins cher en général, mais le fait est que c'est des trucs virtuels. D'accord. Donc même si on a l'impression... T'as des millions de personnes qui vont acheter le truc. Qui vont acheter le truc, et en fait, tout le monde ne va pas l'acheter en fait à la fin. Mais les quelques personnes qui vont le faire, ça suffira parce que ça leur coûte rien à produire, à part le fait de dessiner le jeu et de le... Évidemment, je suis pas en train de dénigrer le travail des graphistes, le travail des développeurs. Non, mais il y a... Oui. Mais par rapport... Enfin voilà, même si ton truc, tu le payes 3 €, imagine que sur, on va dire, il y a 1 million de personnes dans le jeu. Sur ce million de personnes, tu en as peut-être 1000 qui vont acheter le truc. 1000 fois 3 €, tu es déjà à 3000 €. Enfin, je veux dire, tu as déjà payé le salaire de ton développeur pour le mois. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, plus on est sur des choses comme ça, et justement, c'est la technique en fait, c'est qu'on te propose un jeu qui est gratuit, on te fait y jouer et y revenir très souvent. Et ensuite, une fois que tu es un petit peu accro, que déjà tu as passé beaucoup de temps dessus, tu as plus facilement tendance à acheter. Et une fois que tu as fait un achat, tu as beaucoup plus facilement tendance à en faire d'autres. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a des personnes, parce que ça rappelle vachement le côté addiction aux jeux d'argent. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui se mettent dans la merde, hein, on peut le dire comme ça, avec des jeux vidéo comme ça et qui dépensent. Il y en a, hein. Il y en aura, entre guillemets, il y en a toujours, parce qu'il y a toujours, justement, quand on prend une population, quel que soit le sujet, on a la moyenne des gens qui fait ça ou ça, mais il y a toujours les petits extrêmes, quelques personnes qui vont avoir des comportements vraiment très extrêmes, très compulsifs, etc. Mais effectivement, il y a une vraie question d'addiction. Il y a un vrai danger aussi qui est financier et même au-delà de ça, parce que du coup, comment on fait le jour où on ne peut pas payer son loyer, mais qu'on a acheté des jeans sur Fortnite. Tu revends tes jeans sur Fortnite. Voilà, encore une fois, pas forcément non plus à ce point-là, mais voilà. Et puis en plus, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le fait aussi qu'une fois qu'on a passé le cap de faire un achat, on a beaucoup plus facilement tendance à en refaire, parce qu'en plus on s'est impliqué financièrement dans le truc, donc on est encore plus engagé parce qu'on a déjà dépensé de l'argent dedans, donc ça va être plus difficile de se dire bon en fait ce jeu il me saule, je vais le couper. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça. Après si sporadiquement on achète un truc sur un jeu, c'est possible, mais je pense qu'il faut juste prendre conscience de la stratégie des fabricants pour ne pas tomber dans des pièges ou ne pas se retrouver à dépenser son argent dans des trucs qui sont pas réels en fait. Je veux dire, demain le jeu est supprimé pour X ou Y raison, t'as rien, enfin t'as pas de... T'auras passé peut-être de très bons moments, mais voilà. D'accord, très bien. Alors, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. C'est un moyen pour moi de rester en contact avec mes amis et de suivre l'actu. C'est vrai que on a tendance, tous les réseaux sociaux, on passe du temps, on est en contact. Moi, j'ai pas l'impression d'être en contact avec les gens, mais t'envoies un message de temps en temps, tu vois ce qu'ils font. Et par contre, tu peux te gaver de vidéos de chats qui tombent, de gens qui se battent. Il y a des trucs super violents en plus. De temps en temps, je suis un peu effaré sur le truc. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'ils te proposent tout le temps la même chose en fait. Au bout d'un moment, parce que tu regardes 1, 2, 3 vidéos sur les réseaux sociaux et en fait il doit y avoir un algorithme ou un truc comme ça qui
te propose en fait, ouais. et de la pub tout le temps. Voilà. Ouais, c'est blindé de pub. Voilà. Donc comment est-ce que, déjà, est-ce que c'est problématique de passer son temps sur les réseaux sociaux, et comment est-ce qu'on peut prendre un peu de recul, un peu de distance par rapport à ça? Alors, est-ce que c'est problématique de passer son temps sur les réseaux sociaux? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas problématique d'utiliser les réseaux sociaux. Au contraire, c'est un outil formidable pour justement pouvoir organiser un événement avec des gens et on sait que voilà, ça sera beaucoup plus pratique. Il y a tout un tas de petites applications. On peut se retrouver sur des groupes, on peut suivre des gens qu'on apprécie, voir un petit peu ce qu'ils font. Ça, en soi, j'ai envie de te dire, c'est pas particulièrement problématique. Maintenant, tu as touché un sujet important, c'est la publicité sur ces plateformes-là. Cette publicité, elle peut prendre plein de formes très différentes aussi. Bon, les champions du monde intergalactiques, c'est Facebook globalement. Ouais. Oui. Et pour vous donner un petit exemple perso, moi j'avais donc l'application sur mon téléphone depuis des années et à un moment donné je me suis rendu compte que quand même j'y passe pas mal de temps parce que justement j'ai activé les petits trucs qui me disent à la fin de la journée t'as passé tant de temps sur telle appli. Et là je me dis Facebook quand même 7h50, bonne journée de travail quand même. Mais voilà, du coup, à ce moment-là, tu te dis, bon, il y a un souci, donc je me suis dit, ok, je vais désinstaller l'appli. Je n'ai pas complètement désactivé mon compte, il est toujours trouvable. Mais j'ai désinstallé. Sur le téléphone. Voilà, je l'ai plus sur le téléphone, ou alors si je veux aller sur l'appli, il faut que je me connecte à Google et que, voilà. Donc, je retire mon appli et je la remplace par une autre au niveau raccourci. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant encore 1 semaine, 2 semaines, j'avais tendance, dès que j'allumais mon téléphone, à cliquer là où était initialement Facebook. Et j'ai changé, je me suis amusée comme ça à voir si c'était, donc j'ai changé le type d'appli que je mettais là à chaque fois. Et je me suis rendu compte que... le machin, tout ça. Et en fait, c'est vraiment le geste. Oui, j'avais déjà acquis ce geste-là à chaque fois que je déverrouille mon téléphone. Alors qu'à la base, par exemple, j'ouvre mon téléphone pour aller voir un truc très précis. Et en fait, je me retrouve sur Facebook. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, le fait d'avoir désinstallé l'appli, déjà, globalement, maintenant, je sais que quand j'ai besoin d'y aller, je passe par d'autres moyens et j'ai plus le bouton. Du coup, moi, une autre question que je voulais poser, c'est les gens qui passent du temps comme ça sur les réseaux sociaux, sur les jeux, tout ça, est-ce que on voit qu'au bout d'un moment, le plaisir, il s'estompe, mais on n'a plus le même plaisir qu'au début. Donc une espèce d'accoutumance un petit peu. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que on va être un peu déprimé, on s'en rend compte? Alors qu'est-ce que nous on peut faire en tant qu'utilisateurs, et surtout est-ce qu'il y a des gens vers qui on peut se tourner, parce que on peut pas tout régler, même si on désactive les applis, qu'il y a des trucs. Peut-être qu'il y a des gens vers qui on peut orienter aussi, qui peuvent nous aider. Alors je vais répondre à toutes tes questions du coup. La première chose c'est concernant un petit peu l'aspect addictif. Justement, on parle d'addiction sans produit, c'est pas pour rien. Quand on est dans une addiction, vous le savez, l'idée c'est qu'on va avoir tendance au fur et à mesure à avoir besoin d'augmenter les doses pour pouvoir répondre aux mêmes besoins. Parce qu'en fait, notre niveau de besoin va augmenter au fur et à mesure qu'on utilise. Donc c'est là où justement on va avoir des comportements plus extrêmes. On va passer beaucoup plus de temps, beaucoup moins gérer et contrôler ce qu'on est en train de faire et justement dénigrer notre vie sociale, familiale, scolaire. Éventuellement, on va repérer une baisse de résultats scolaires, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on peut voir. Et effectivement, on peut tout à fait aller en parler à des personnes. Par exemple, il y a des endroits donc on va appeler les XAPA, où en fait on va trouver les CJC, c'est les consultations jeunes consommateurs. D'accord. Et donc en fait c'est des professionnels qui sont là, c'est vraiment un truc pour les jeunes. D'accord. Voilà, l'objectif c'est que les professionnels connaissent le public, donc ils vont pas être jugeants, ils vont pas être moralisateurs, c'est pas du tout l'objectif. L'idée c'est que si vous avez une addiction, alors ça peut être une addiction de type tabac, alcool, cannabis, drogue un peu plus dure, ou même sans produit. Donc on a parlé des jeux d'argent, des réseaux sociaux, des jeux vidéo. L'idée c'est que voilà, ces professionnels-là, on va pouvoir faire un entretien avec eux, voir un petit peu justement, ils pourront vous dire si votre utilisation est vraiment problématique entre guillemets ou pas, où est-ce qu'on en est, et comment est-ce qu'on peut faire justement pour se désintoxiquer un petit peu de tout ça, quoi. D'accord. Très bien. Et tout à l'heure,
Je tu me permets parce que oui, mais c'est vrai que tout à l'heure, chez toi. tu as parlé d'un truc, c'est vrai. Tu as parlé d'un truc que je trouve intéressant, c'est la publicité. En fait, l'autre chose avec les réseaux sociaux, c'est que, enfin les réseaux sociaux et de manière générale les sites sur Internet, etc., il y a de plus en plus de manières de faire de la publicité parce que forcément ça évolue. C'est-à-dire qu'avant, voilà, on avait la télé, il y avait une pub qui passait, enfin c'était très facile à identifier. Et aujourd'hui, ça a tendance un petit peu à changer. Donc je voulais vous faire un petit top, entre guillemets, des façons que les publicitaires ont de nous vendre des choses, en fait. Et de vendre notre temps de cerveau disponible, c'est-à-dire, voilà, on va au travail, on va à l'école, on revient, on rentre à la maison, on a fait ce qu'on avait à faire, et ensuite on a du temps qui est disponible pour nos activités, pour nous faire plaisir, etc. Et le but de ces applis, ça va être de récupérer ce temps-là pour l'offrir aux publicitaires. En gros, hein, Oui. Et donc l'idée, c'est qu'on va avoir, le truc classique, les annonces directes. Tu es sur ton Facebook et là, clac, tu as une annonce. Tu as éventuellement même une annonce d'un truc que tu as déjà cherché auparavant. Mais comme tu as des cookies sur ton ordinateur, Facebook sait que tu as cherché ça, donc il te le propose. Donc voilà, il y a ce genre de choses. Mais on va avoir aussi maintenant ce qu'on appelle un peu les OP, les OPSP, les placements de produits, ce genre de choses. Donc ça, c'est très courant sur YouTube, sur Instagram, etc. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de le faire. Soit on va vous dire, bon, bah voilà, moi, il y a ce produit qui est sympa, je vous le présente. Et la personne va faire une vidéo pour en parler. Ou alors, ça peut être un truc qui est placé claque dans le fond, on l'a pas vu, et puis en fait la marque est là, et inconsciemment on l'a. Ils faisaient beaucoup ça, enfin ils font beaucoup ça aussi au cinéma. Au cinéma, voilà, exactement. Voilà, toutes ces choses-là, on les voit beaucoup aujourd'hui un peu partout. Il y a les contenus sponsorisés, où justement un sponsor va payer quelqu'un pour faire une vidéo ou un contenu sur tel et tel sujet. Et celle que je trouve la plus problématique, en fait, qui vraiment est très difficile à voir, c'est la publicité cachée. Donc la publicité cachée, tu vas sur un site d'information ou d'infodivertissement, comme on appelle ça, et en fait tu vas arriver dessus et tu as un article sur, je sais pas moi, l'effet sur la population de lama, de la déforestation en Amazonie, j'en sais rien, tu vois. J'ai vu un article l'autre jour avec des vols qui vont nulle part. Les gens ils montent dans un avion. Oui, au Japon et en Chine, vu ça. en Australie, ils montent dans l'avion, ils font un tour et ils niquent la planète et puis ils redescendent à l'aéroport. Il y en a même qui veulent prendre leur valise parce que ça leur donne aussi l'impression de... Donc, on va bien. Hein. On va bien. Non, on va bien. Voilà. Donc oui, en tout cas, là, l'idée de la publicité déguisée, c'est qu'on va arriver sur un site d'information, on va lire un article, et en fait, sans même qu'on le remarque, dans cet article, on va avoir, je sais pas, par exemple, la personne, elle porte un t-shirt avec une marque. Et en fait, c'est pas un truc qu'on va voir tout de suite. Ou alors, les gens vont être en train de boire une boisson, voilà. D'accord. Voilà, et du coup, toutes ces petites publicités déguisées-là, elles sont vraiment problématiques parce qu'on les voit pas. Et au départ, on arrive pour avoir une information et on repart avec une pub. Mais c'est un placement de produit comme dans les films, en fait. C'est, tu vas avoir tel ou tel comédien qui va, comédien ou comédienne d'ailleurs, qui va boire telle boisson avec la marque un peu en gros dans la main, qui va... Ça peut être ça, mais là, ça peut être, par exemple, il y a... une chaîne YouTube qui est très cool qui s'appelle Incréatif, si vous voulez aller jeter un œil, c'est vraiment très bien. Et il fait à un moment une vidéo notamment sur ces publicités-là un petit peu cachées. Et c'est vrai que je vais reprendre son exemple parce qu'il est assez cool. C'est par exemple, il parlait de Combini. Et un petit peu des interviews qu'ils font, etc. Et il y a un moment en général dans ces interviews où on va demander à la personne 2 mots. C'est Fast and Furious. Ils te disent, ils te disent livre ou film. Voilà. Film parce que je sais pas lire ou voilà. Exactement. Ce genre de truc. Et sauf qu'en fait, on va remarquer que dans ces trucs-là, des fois, il y a des trucs du genre Coca ou Pepsi par exemple. Et donc là, déjà, on est dans, tu vois. On place. Et ça, on va pas forcément le remarquer parce qu'on se dit toi t'es plutôt McDo ou KFC. Et en fait, mine de rien, on est là actuellement en train de faire de la pub et le truc c'est que ces gens-là, ça pourrait être anodin si c'était juste une question comme ça, sauf que c'est pas une question juste comme ça et en général ces sites-là reçoivent de l'argent pour placer le nom de tel ou tel produit. Malin. Voilà. Malin. D'accord, ok. Donc voilà, si on récapitule, il y a les annonces, les placements de produits, les contenus sponsorisés et en plus ces publicités cachées là. Et alors, dernier truc, je pense qu'après on passera aux recommandations. Il y a plein de contenus aussi sur les réseaux sociaux, notamment on sort un peu des jeux, mais sur les réseaux sociaux, je veux pas faire de la pub
forcément que pour nous, mais il y a plein de contenus sur les réseaux sociaux et d'associations qui font un travail assez important et justement qui essayent de prendre un petit bout de terrain de ce temps de cerveau pour essayer justement de passer des trucs, donc nous là avec l'atelier Prève, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme contenu intéressant justement. Tu parlais de la chaîne sur YouTube, sur Facebook et tout ça, il y a des comptes quand même où on peut y trouver des choses et apprendre des choses, avoir un regard critique sur sa propre consommation d'écran, tout ça. Tout à fait. Ouais. Ça, il y a vraiment, comment dire, Internet est un vaste, un vaste domaine inexploré. Il y a beaucoup de choses très intéressantes et bien sûr, là, l'idée de ça, c'est vraiment pas de vous dire n'utilisez pas les écrans, limitez-vous, etc. C'est de dire essayez de les utiliser de la façon la plus intelligente entre guillemets possible, et pour que ça puisse être bien fait, pour ça il faut de l'information, il faut que justement on puisse savoir toutes ces choses-là. Et je pense qu'une fois qu'on a compris comment ça marche, déjà on peut se mettre un petit peu en retrait et analyser aussi nos personnalités du web favorites et voir un petit peu qui finalement est plus dans une démarche d'information et voilà, d'essayer de nous apporter des choses positives, et qui finalement en fait est juste là pour se faire des sous, va typiquement nous faire la vidéo qui dure 10 minutes pour avoir le bonus YouTube, qui va faire le truc exactement du bon format qui marche en ce moment sur Insta, enfin voilà, ce genre de choses. D'accord. Est-ce que tu as des recommandations pour nos utilisateurs? Tu les as notées? Oui, histoire de ne pas oublier. Ouais. Il y en a quelques-unes. D'accord. Alors, là, on va vous parler des recommandations, des petits conseils. Et puis, dans la description, on va aussi vous mettre des liens vers des chaînes, podcasts, tout ça, que vous pouvez aller voir, qui sont assez utiles. C'est ça, j'en ai pas mis beaucoup parce que l'idée c'était que voilà, vous puissiez découvrir un petit peu le sujet. Et vous pouvez nous en envoyer aussi. Voilà, exactement. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à les poster en commentaire, on sera ravis d'en avoir un peu plus, etc. Donc là, on a utilisé un petit peu pour créer ce truc-là une vidéo de DataGull, donc hashtag DataGull. Data comme data, donc les données. De toute façon, vous le verrez, c'est en dessous. Et donc qui parle des réseaux sociaux et du marketing justement, et un petit peu comment ça fonctionne. Cette chaîne est géniale, c'est un truc produit par France 4, mais qui est vraiment très très cool, avec vraiment plein de petites images, plein de chiffres, c'est assez ludique, donc je vous la recommande. Et après, bon, côté chaîne YouTube, je vous ai parlé tout à l'heure d'un créatif qui parle beaucoup de marketing justement et de ces choses-là. Et il y en a une autre qui est sympa dans le même genre, c'est Marketing Mania. Donc c'est pareil, c'est une autre chaîne qui parle aussi un petit peu des stratégies, et notamment des stratégies sur YouTube plus particulièrement. Donc voilà, ça peut être des choses intéressantes pour déjà comprendre comment ça fonctionne en fait, au-delà de tout ça. Et après, pour un peu plus sur le sujet, moi je vous propose d'aller voir, c'est un petit article qu'il y a sur France Culture. En plus, vous avez l'article ou la vidéo, donc si vous n'avez pas envie de lire l'article, vous pouvez juste vous mater la petite vidéo. C'est une interview de Grégoire Borst, qui est en fait un psychologue qui est spécialiste des neurosciences. Et voilà, qui explique un petit peu à la fois les problématiques que peuvent engendrer un usage trop intense des réseaux et de ce genre de choses, mais aussi de tous les trucs positifs qu'il peut y avoir à utiliser ces réseaux. Donc vraiment, ça, je vous invite à aller le voir, ça dure quelques minutes et ça permet d'ouvrir un petit peu le sujet, et si on s'en intéresse plus, après il y a tout un tas de choses à notre disposition. Parfait. Voilà. Et alors, tes conseils du jour? Tu en as 6 conseils? 6 conseils. Voilà. Vas-y. Alors. 6 conseils où je ne vais pas reprendre ce qu'on a déjà dit. C'est pas on synthétise quoi. On synthétise. Et là, l'objectif, vraiment, je pense que le message qu'on aimerait vous faire passer aujourd'hui, c'est creuser le sujet, allez vous renseigner, allez regarder des choses. C'est toujours bien de comprendre comment ça marche pour ensuite pouvoir mieux s'approprier des manières de raisonner ces comportements. Très bien. Se poser des questions. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Est-ce que c'était mon objectif quand je me suis connectée d'être là? Est-ce que ça fait pas déjà 2 heures que je suis sur YouTube parce qu'en fait les vidéos s'enchaînent? Posez-vous vraiment des questions et essayez de vous demander, est-ce qu'on essaie de me vendre quelque chose? Voilà, un petit peu de réflexion sur ces usages. S'accorder des moments sans écran, évidemment, on essaye aussi de faire des sorties, d'aller faire des choses en dehors du numérique, parce que c'est très 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 présent déjà. Et puis après, je pense que le 4e conseil, mais qui est très très important, lisez. Alors, souvent, moi la première, le soir, je me dis tiens, j'aimerais bien regarder un petit truc sympa, ou lire un bouquin, mais en fait j'ai un petit peu la flemme de lire, je suis fatiguée, donc je vais me mater une vidéo sur YouTube. Je vais regarder de la vulgarisation, donc c'est très bien, c'est cool, c'est positif.
Ouais, sauf qu'en fait, quand on regarde une vidéo, donc vous là par exemple qui êtes en train de regarder une vidéo, vous allez clairement pas retenir la majorité des trucs, sauf si vous la regardez plusieurs fois, ça c'est possible. Mais en général, là où on va le mieux retenir, c'est quand on lit. Parce qu'en fait, on lit, donc on voit, et en même temps on s'entend entre guillemets lire dans notre tête, et du coup ça fait ce qu'on appelle un double encodage. Donc on double l'information pour le cerveau, et en fait c'est ça, hein, pour apprendre quelque chose, ça pourra vous servir pour les cours, l'idée c'est de répéter. Donc c'est vrai qu'en général, quand on lit, il y a des meilleurs résultats. Alors ça prend plus de temps, mais on va beaucoup mieux retenir. Donc ça c'est l'autre petit tips. Préservez votre sommeil. Donc voilà, ça on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est très très important le sommeil. C'est basique quoi dans la vie, et si on commence à manquer de sommeil, on va commencer à être fatigué, ça va impacter sur notre vie professionnelle ou scolaire, ça va impacter sur notre vie sociale, et puis surtout sur notre santé en fait, parce que le manque de sommeil peut être très néfaste pour la santé. Ça peut voire même causer des petites pathologies ou des petits problèmes, des petits soucis un peu au niveau psychologique, parce que on n'a pas assez dormi. Et enfin, le dernier conseil, prenez du plaisir avec les écrans, avec le numérique, avec tout ça, mais de la meilleure façon. Encore une fois, l'objectif là, c'est pas de vous interdire ou de vous dire non, il faut surtout pas utiliser les écrans. C'est vraiment de le faire de la meilleure manière, en préservant sa santé, son temps de cerveau disponible et son argent. Très bien, parfait. Bon c'était complet comme vidéo, c'était assez dense, il y a pas mal d'infos, mais merci d'être resté jusqu'au bout. Merci à toi Stella, en tout cas c'était vachement bien. Merci pour l'invitation. C'était chouette, il faut que tu reviennes quand tu veux, hein, t'es chez toi, hein, tu viens. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne maintenant que vous êtes bien addict à cette vidéo. On vous retrouve la semaine prochaine, en tout cas pour une autre thématique. Merci Stella. Merci. Bien, puisque tu as adoré cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je t'invite aussi à nous laisser un commentaire car on attend tes questions dans les commentaires. Et la semaine prochaine, on te retrouve pour un épisode spécial sur la santé mentale. D'ici là, passe de belles journées et bonne semaine.